Je ne vais pas prendre trop de temps, c'est juste pour vous expliquer rapidement où vous vous trouvez. C'est un bâtiment qui est géré par notre association qui s'appelle ZERM et le projet s'appelle Saison Zéro. Du coup, pour vous en dire un peu plus, c'est un bâtiment qui a été construit en 1874 pour héberger des sœurs Clarisse, des sœurs Clarisse. Et elles sont restées ici jusqu'en 2008, à partir du moment où elles n'étaient plus que 4, assez âgées. Le décès de la mère abbesse a un peu provoqué le départ des sœurs, et depuis, le bâtiment a été racheté par la ville de Roubaix. Il a été inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, et il est resté vide pendant 11 ans. Et donc nous, ce qu'on essaye de faire avec notre association, c'est de trouver une alternative à la réhabilitation de ce genre de site. Donc là, c'est de l'occupation transitoire, ça passe pas par des appels d'offres et par la manière classique qu'ont les architectes d'intervenir. Ça passe par notamment de la gestion. Donc on habite ici, on a activé un certain nombre de choses et d'usages dans le bâtiment. On avait 4 ans pour le faire, donc il nous reste à peu près 14 mois. Donc en gros, c'est de l'occupation transitoire, les enjeux et tout ça, on pourra en parler un petit peu plus tard. Ça reste un bâtiment qui est en construction, qui est toujours... qu'on est toujours en train de maintenir en même temps qu'on le rénove et qu'on le restaure. Donc je vous demande de l'indulgence par rapport à l'état de certains endroits. Et voilà. Et en gros, cette équation un petit peu dure qui est de dire le bâtiment coûte 20 millions à réhabiliter, sans programme, sans usage et sans méthode, c'est quelque chose qui nous intéresse nous, et dans un site inscrit aussi. Ce qui nous intéresse nous, parce qu'en fait ça fait écho à énormément de choses en Europe et en France. Dans la métropole lilloise, on a plus de 1000 hectares de friches, et en Europe on a quand même 11 millions de logements vides pour 4 millions de SDF. Donc ça prouve bien qu'on a un petit problème sur la réhabilitation, et sans vouloir régler tout ça, nous on essaye avec ce projet-là de trouver d'autres manières d'intervenir. Voilà. Merci. Et donc Thomas Kirsbaum, sociologue. Oui, bonjour à tout le monde et merci pour l'invitation de l'UPC. Donc moi je suis sociologue, depuis quelques mois chercheur associé au CERAPS à Lille, non loin d'ici. Mes objets de recherche portent, je pourrais le dire comme ça, c'est quelque part au croisement des questions urbaines, des questions territoriales et des questions, disons, ethno-raciales. Et j'ai 2 spécialités, c'est d'analyser la politique de la ville, qui cible des quartiers dits prioritaires, et je travaille également sur la lutte contre les discriminations, notamment dans son approche territoriale ou territorialisée. Donc mon travail, ça consiste à analyser ces politiques publiques, à essayer de voir quels sont leurs présupposés, sur quels instruments elles reposent, d'essayer d'évaluer leur efficacité. Donc je pourrais dire que le fil de mon travail, en quelque sorte, c'est la question de l'égalité, aussi bien dans le versant lutte contre la discrimination que dans le versant politique de la ville, et c'est d'essayer de voir en quoi les politiques publiques contribuent ou pas à davantage d'égalité. Puis j'ajouterais qu'il y a aussi une dimension comparative à mon travail, puisque j'ai pas mal étudié dans le contexte des États-Unis, les pratiques de développement communautaire et les politiques de rénovation urbaine. Bien, on va démarrer avec toi Thomas sur, du coup, peut-être à partir de tes travaux, ce que tu as à dire du coup sur une question qui a été posée par l'UPC de la coproduction des services publics, de comment réinvestir l'espace public, la rue, les espaces publics, les questions de sociabilité aussi dans les quartiers. Et puis si tu as des choses à dire sur les politiques de rénovation urbaine, et puis peut-être les dimensions participatives dans les questions de réhabilitation urbaine. Voilà. Alors, qui commence du coup ? C'est toi. C'est moi, d'accord. Alors, moi je ne suis pas parti dans le topo que j'ai préparé, je ne suis pas parti de la question de la coproduction des services publics, même si je pourrais en dire un mot, mais de l'intitulé même de cet atelier, investir dans les gens.
Alors, dans les discussions préalables qu'on a eues avec les organisateurs de ce forum, ils m'ont indiqué qu'ils avaient emprunté cette formule, investir dans les gens, à un chercheur qui s'appelle Jacques Donzelot, qui, il y a une vingtaine d'années, avait importé en France des catégories d'analyse des politiques urbaines venues des États-Unis, que l'on a coutume d'organiser autour d'une distinction entre des approches place et des approches people. Et donc investir dans les gens correspond, comme son nom l'indique, aux approches people. Et il me semble que si c'est un mot d'ordre, enfin en tout cas c'est comme ça que je le comprends dans l'intitulé du programme, et ben c'est un mot d'ordre qui prend vraiment tout son sens dans le contexte des politiques de rénovation urbaine qui, elles, correspondent aux politiques dites place. Alors, la rénovation urbaine, je pense que je ne vais rien vous apprendre, est marquée par un déséquilibre profond entre, d'un côté, l'attention qui est prêtée à l'espace, au territoire, et à sa mise en valeur qui est recherchée à travers une diversification de l'offre d'habitat, des politiques dites de peuplement qui cherchent à promouvoir de la mixité dite sociale. Je mets à chaque fois des guillemets parce que tous ces mots mériteraient d'être déconstruits et examinés de plus près. Donc il s'agit de mettre en valeur l'espace à travers l'habitat, mais aussi à travers des aménités, des services, de l'activité économique. Et de l'autre côté, c'est pas une attention, c'est plutôt une inattention qui est prêtée aux gens qui vivent dans ces territoires et pour lesquels, on pourrait le dire comme ça, il n'y a pas d'effet de ruissellement du développement de leur quartier. En tous les cas, il n'y a pas d'effet qui leur soit automatiquement profitable. Et d'ailleurs, dans le bilan qu'on peut faire de ces opérations de rénovation urbaine, on voit pour une partie des habitants en place, il peut même y avoir dégradation alors pas seulement pour ces habitants-là, mais pour d'autres habitants, puisqu'on réduit l'offre de logements abordables. Les relogements qui sont opérés sont très souvent des relogements subis. Les logements qui sont proposés ne sont pas forcément adaptés aux besoins des ménages. Et puis, enfin, et ça, là, on rejoint directement le thème de cet atelier, ces opérations s'accompagnent d'une déstructuration profonde des réseaux de sociabilité dans les quartiers, des réseaux d'entraide, de solidarité, etc. Alors, ces approches place et people, l'attention au territoire d'un côté, l'attention aux gens qui vivent dans les territoires de l'autre, c'est un peu le dilemme fondamental de la politique de la ville et ça explique pour une bonne part le manque de succès très tangible de cette politique publique. Je m'en explique. D'un côté, je viens de le dire, on cherche à mettre en valeur l'espace, mais ça ne bénéficie pas mécaniquement aux gens qui vivent dans cet espace. Et réciproquement, on a des actions qu'on peut appeler de développement social, qui cherchent à promouvoir les individus, les gens, mais qui peuvent se traduire paradoxalement par une dégradation du quartier, parce que si on aide les gens, ben on les aide aussi à quitter le quartier, et on sait que dans les quartiers populaires, les mobilités résidentielles sont, comme on le dit dans le jargon, sélectives, c'est-à-dire que ceux qui partent sont généralement en meilleure situation que ceux qui entrent dans les quartiers. Donc à la limite, ce que d'aucuns appellent l'échec de la politique de la ville pourrait être regardé comme un succès paradoxal, des actions de développement social qui contribuent au parcours des gens qui vivent dans ces quartiers. Alors en France, la politique de la ville ne s'est pas tout de suite appelée politique de la ville. On l'a d'abord appelée développement social des quartiers et puis encore avant habitat et vie sociale. Dans ces deux programmes fondateurs de la politique de la ville, on voit à travers leur intitulé même qu'il y avait une tentative de combiner
les approches place et les approches people. Hein. D'un côté, le social, c'est les gens, le quartier, c'est l'espace du quartier, dans habitat et vie sociale, il y a la vie sociale d'un côté et il y a l'habitat de l'autre. Alors, ces programmes qui datent des années 70-80 ont eu pour effet de construire une nouvelle catégorie de l'action publique qu'on appelle le quartier. Le quartier est devenu à la fois une cible et une catégorie de l'action publique. Alors évidemment, un quartier, c'est pas seulement une catégorie administrative ou une catégorie de l'action publique, c'est d'abord un espace de vie, de sociabilité, d'entraide, de solidarité, de mobilisation citoyenne et même de production d'identité. J'ai vu que dans le programme, la question était posée pour cet atelier, comment redonner une identité forte au quartier. Alors à l'évidence, l'UPC, la Fédération des centres sociaux et toute une série d'acteurs dits de terrain, de professionnels et de militants associatifs s'inscrivent dans un courant de pensée que dans les pays anglophones, on appellerait développement communautaire. Où la communauté ici est à entendre non seulement au sens physique des frontières d'un quartier, de l'espace du quartier, mais plus encore la communauté, c'est la communauté que forment ceux qui vivent et ceux qui travaillent dans le quartier. Et le pari, c'est de faire émerger des communautés d'intérêt à partir des conditions communes que partagent ces gens qui vivent et qui travaillent dans un quartier. Sauf qu'en France, on a un problème, vous le savez, avec le mot communauté, en tous les cas dans le contexte des quartiers populaires, dans le contexte où, pour le dire comme ça, les minorités sont majoritaires, et les démarches dites de développement communautaire n'ont pas forcément bonne presse, en tous les cas dans le milieu des politiques urbaines, où elles souffrent de plus en plus d'un manque de légitimité. Et c'est ce point que je vais essayer de creuser un petit peu maintenant. Alors, il y a depuis quelques années, depuis les années 2010, on pourrait le dire comme ça, une compétition qui est entretenue dans la sphère politique et médiatique entre, d'un côté, les métropoles et de l'autre côté, la France dite périphérique, on dit maintenant la France des territoires, qui correspond aux espaces ruraux, aux espaces périurbains. Et donc, quand vous allumez la télé ou écoutez la radio, vous entendez des choses qui n'ont absolument aucun fondement scientifique, et qui consiste à faire croire que les quartiers populaires, finalement, ne seraient pas si mal lotis que cela, du fait de leur position au cœur des métropoles, et surtout parce que ces quartiers bénéficieraient d'une sorte de traitement de faveur de la part des pouvoirs publics. Alors, je ne vais pas m'attarder sur ce débat, il y aurait beaucoup à dire. Un débat dont on voit quand même qu'il y a un racisme sous-jacent derrière cette thèse et cette opposition très caricaturale entre métropole et espace périphérique, mais je vais m'attarder plutôt sur d'autres référentiels, je les appelle comme ça, des politiques urbaines, dont vous allez voir que le point commun, c'est qu'ils contribuent tous à dévaloriser l'échelle du quartier. Alors, je commence par un premier courant que j'appellerais structuraliste, qui est apparu fin des années 80, début des années 90, justement contre la logique du développement social des quartiers. Alors, dans cette approche structuraliste, le quartier, là je parle des quartiers populaires, ciblés par la politique de la ville, le quartier est considéré comme un symptôme de processus beaucoup plus globaux, de processus structurels, qui contribuent à produire des inégalités, des ségrégations, des mises à l'écart, et en aval, on a donc ces situations localisées de concentration de populations précaires et souvent issues appartenant à des minorités ethniques. Alors, dans l'approche dite structuraliste, ce qu'on cherche à faire, c'est à combattre les inégalités et la ségrégation, mais en agissant à la bonne échelle, qui, dans cette approche, ne peut pas être l'échelle du quartier. Pour peser sur les structures qui fabriquent
de l'inégalité de la ségrégation, il faudrait agir à l'échelle des villes et plus exactement à l'échelle des agglomérations. Ça a été un peu le mantra de la politique de la ville dans les années 90. Et pourquoi dévalorisation du quartier? Parce que dans l'approche structuraliste, le quartier, finalement, je le disais, n'est qu'un symptôme, mais c'est au mieux un espace où on peut mettre en œuvre des actions dans un registre qu'on appelle la proximité, mais ça reste fondamentalement un espace qui est un espace du curatif, de la réparation, et pas l'espace qui permet d'agir sur les inégalités qui résultent du fonctionnement de la société dans son ensemble. Alors dans cette première logique, le quartier est considéré comme un problème, mais la solution à ce problème se situe en dehors du quartier, à d'autres échelles. Et c'est là une différence importante avec le second référentiel que je vais maintenant aborder, qui va devenir dominant à partir des années 2000, que j'appellerai le référentiel néo-républicain. Alors dans cette approche, le quartier est considéré comme un espace intrinsèquement dysfonctionnel. Le quartier est un problème et la solution au problème du quartier se trouve dans la transformation du quartier lui-même. Le quartier est un ghetto, c'est comme ça que c'est présenté, qui fabrique du communautarisme et donc fondamentalement c'est un lieu à détruire, à éradiquer. Et on reconnaît bien là l'approche de la rénovation urbaine, dont je le disais tout à l'heure, les effets, c'est de déstructurer profondément, voire de détruire les dynamiques sociales, culturelles, les dynamiques solidaires qui peuvent exister dans les quartiers et au détriment d'ailleurs du choix des habitants de rester ou de partir. L'objectif, pour le dire comme ça, c'est d'essayer d'enlever au quartier toutes ces singularités, toutes ces spécificités, pour en faire, je reprends un slogan qui a souvent été mis en avant dans la politique de rénovation urbaine, pour en faire des quartiers comme les autres, des quartiers indifférenciés, donc leur ôter toute spécificité populaire ou ethnique. Et, in fine, là aussi, mot d'ordre des pouvoirs publics, réintégrer ces quartiers dans la République, puisque le présupposé, c'est qu'ils ne font pas véritablement partie de la République. Alors j'en arrive à un troisième référentiel qui va s'imposer, mais beaucoup plus dans le discours que dans une véritable transformation des politiques publiques, à partir de l'élection de Macron en 2017. Ce troisième référentiel, je vais l'appeler néolibéral. Qu'est-ce que dit ce discours? Que le quartier est synonyme d'assimilation à résidence. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu ces dernières années. Et donc, l'enjeu pour la politique urbaine, c'est de contribuer à l'émancipation des habitants. Il s'agit en quelque sorte de permettre aux habitants de s'extraire de leur quartier et de leur permettre de s'engager dans des parcours de mobilité. Alors, dans cette troisième approche, la solution ne passe pas comme dans l'approche structuraliste par une action sur les structures inégalitaires de fabrication de la ville, si l'on veut. L'approche est très individualisée puisqu'il s'agit de donner à des individus, de les doter en compétences, de les motiver, de les amener à se bouger, d'une certaine façon, pour qu'ils puissent saisir les opportunités, ça aussi c'est un mot-clé de cette approche, qui existe dans la ville. Dans une société qui est présentée comme un monde de flux, de mobilité, de compétition, où chacun est en compétition avec chacun. Donc l'idée c'est qu'il faut donner à chacun la chance de participer à la compétition générale et demander à chacun de se responsabiliser. C'est-à-dire qu'à la limite, l'échec
c'est l'échec des individus eux-mêmes qui n'ont pas réussi à se doter d'un projet et à se mobiliser. Alors vous le voyez, qu'il s'agisse de l'approche que j'ai appelée structuraliste, celle qui considère qu'il y a une seule échelle pertinente, c'est l'agglomération qui permet d'agir sur les inégalités. De l'approche néo-républicaine, celle qui considère que les quartiers, ce sont des ghettos qu'il faut démolir. Ou de l'approche néolibérale, celle qui nous dit que il faut encourager la mobilité des individus pour lutter contre l'assignation à résidence. Dans les trois cas, il y a un point commun, c'est qu'on dévalorise le quartier. Le quartier se trouve dévalorisé dans ces trois courants. Et on sait aussi que ces trois courants de la politique urbaine déstabilisent profondément le travail des acteurs de terrain, qu'il s'agisse de professionnels ou de militants associatifs. Et j'ai évoqué la déstabilisation de toutes les dynamiques sociales qui peuvent exister dans les quartiers. Alors chez ces acteurs de terrain, je crois pas trahir la Fédération des centres sociaux ou l'UPC en disant qu'ils se revendiquent plutôt d'un quatrième référentiel que j'ai déjà un petit peu abordé en évoquant le développement communautaire et la notion de community dans le contexte des pays anglophones. Donc ces acteurs se réclament souvent de ce courant de la politique urbaine que je pourrais appeler communautarien, pour ne pas dire communautaire, parce qu'en France le mot est un peu trop chargé. Alors l'approche communautarienne, je le redis, c'est, à la différence des trois autres courants, c'est bien une valorisation de l'espace du quartier, mais au sens de la community, c'est-à-dire le quartier pas seulement comme un espace physique à mettre en valeur, mais aussi comme un espace de vie sociale et comme un espace au moins potentiel de mobilisation citoyenne, associative, autour de communautés d'intérêt où l'on appelle les habitants en particulier à s'associer pour agir collectivement. Alors, je voudrais terminer mon propos en me demandant, et en vous demandant également, comment ce référentiel communautarien, quelle est sa capacité de résistance aux critiques venues des trois autres courants de la politique urbaine. En d'autres termes, comment est-ce qu'on peut penser la pertinence du quartier sans tomber dans un triple écueil dénoncé par les autres courants de la politique urbaine. Le premier écueil, c'est celui de la proximité, qui ne permet pas de combattre les inégalités structurelles. Le deuxième écueil, ça correspond à ce qui pourrait être une sorte de vision angélique des quartiers populaires et des quartiers ethniques, où finalement on arrive à nier qu'il y a quand même des dysfonctionnements, il y a des choses qui ne vont pas dans ces quartiers. Et le troisième écueil, c'est de tomber en quelque sorte dans une forme de nostalgie du quartier-village, où le risque, c'est de voir l'individu écrasé par la communauté du quartier, au détriment de sa participation à la société dans son ensemble. Alors, pour affronter ces trois grandes critiques, la voie peut sembler étroite, mais il me semble qu'elle existe. Mais elle existe, à mon sens en tous les cas, et on pourra en discuter, à condition d'articuler, de combiner l'approche là que j'appelle communautarienne avec les autres référentiels que j'ai décrits jusqu'à présent. Alors comment faire avec l'approche structuraliste ? L'approche structuraliste qui nous dit le quartier finalement ça sert pas à grand chose, enfin en tout cas le quartier ça n'est que le réceptacle ou la manifestation locale de processus beaucoup plus globaux. Alors, il me semble que le quartier, on peut le sauver dans cette perspective en considérant que c'est non seulement un ensemble de besoins collectifs à satisfaire, donc ça c'est plutôt la logique de proximité,
que c'est des modes de vie, que c'est des identités, qu'il s'agit de respecter, voire de conforter. Donc on ne peut pas négliger ce qui se passe là où vivent et travaillent les gens. Mais il me semble qu'on ne peut pas s'arrêter à cette notion de proximité, et que le quartier, on peut aussi le considérer comme ce que j'appellerais un espace de révélation des mécanismes inégalitaires à l'œuvre dans la société plus globalement. Or, pour faire en sorte que le quartier révèle quelque chose de ce qui dysfonctionne dans la société, des inégalités produites par la société, eh bien, il y a un acteur indispensable, ce sont les habitants eux-mêmes, et ce sont les associations qu'il convient de reconnaître, d'accepter comme étant des parties prenantes légitimes de la lutte contre les inégalités et les ségrégations. Parce que si on n'a pas ces acteurs collectifs, si on ne leur reconnaît pas une place dans l'action publique, le risque, c'est d'avoir une politique urbaine qui reste uniquement l'affaire de spécialistes, d'experts, qui décident pour les gens, mais qui décident sans les gens, et cela au détriment de l'égalité, égalité des conditions, égalité de traitement, égalité de reconnaissance. Bon. Donc l'enjeu, à mon sens, c'est pas d'abandonner toute perspective structuraliste, bien au contraire, mais c'est d'essayer d'agir sur les mécanismes qui fabriquent la ségrégation en appui sur les mobilisations citoyennes, sur les mobilisations collectives d'habitants, d'entendre les demandes, les revendications qui sont formulées par ces collectifs. Et il me semble que c'est comme ça qu'il faut comprendre l'idée de coproduction des services publics qui figure au programme de cet atelier. Pas la coproduction au sens qu'on appelle néo-managérial, où finalement on enrôle l'usager que l'on sollicite de façon complètement individuelle, uniquement pour donner son avis sur la performance des services publics, mais coproduction au sens démocratique du terme, c'est-à-dire en reconnaissant que les habitants collectivement ont leur mot à dire non seulement sur les prestations du service public, mais également sur la définition des priorités, des orientations du service et sur ses modes opératoires. Voilà pour ma proposition donc pour réconcilier approche communautarienne et approche structuraliste. Par rapport au logiciel, disons, néo-républicain. Bon. Oui, on peut considérer que, évidemment, les quartiers qui sont ciblés par l'ANRU, qui font l'objet de restructuration urbaine, sont affectés par des dysfonctionnements, mais il me semble que les solutions à ces dysfonctionnements ne passent pas uniquement par un changement de peuplement, par des opérations de démolition qui aboutissent à casser les sociabilités, les dynamiques sociales, culturelles, d'entraide, de solidarité, etc. Enfin, tout ce qui est développé dans votre programme. Il me semble qu'un quartier n'est jamais réductible à une addition de handicap, mais qu'un quartier, c'est aussi un certain nombre de ressources endogènes, comme on dit dans le jargon. Et la plus importante de ces ressources, c'est le potentiel d'implication, de mobilisation des gens qui vivent dans les quartiers. Et là-dessus, je pense que Simon aura sans doute des choses à dire. Et parce que, en tous les cas, moi je suis convaincu qu'il est tout à fait possible d'associer les habitants à la définition des orientations même des politiques de rénovation urbaine et pas seulement de les consulter au moment où il faut choisir la couleur de la moquette ou du papier peint. On peut aller beaucoup plus loin dans ce domaine. Et puis, et j'en ai quasiment terminé, par rapport à la différentielle néolibérale qui met l'accent sur la mobilité et les parcours individuels. On doit reconnaître qu'il y a quelque chose de pertinent dans cette approche, c'est cette idée que
on ne doit pas sacrifier l'individu au nom de la communauté, en l'espèce au nom du quartier. Et qu'il faut respecter les aspirations des gens à être mobiles et éventuellement à partir de leur quartier pour choisir une vie meilleure. Tout ça est légitime et à mon sens, ça doit être encouragé en essayant de lever tous les obstacles à la mobilité, à la fois sociale, professionnelle et résidentielle. Mais en même temps, c'est là où pêche cette approche, c'est que cette approche est ultra individualisée et n'envisage finalement les habitants que de façon très atomisée. Or, pour construire des parcours, il faut du collectif. C'est que les gens qui veulent quitter le quartier sont très minoritaires. La plupart des gens sont attachés à leur quartier et veulent y rester. Donc, pour conclure mon propos et me résumer, je dirais que le quartier, à mon sens, reste une échelle d'action pertinente, légitime, mais à condition de penser le quartier non pas comme un isolat, mais dans ses rapports avec les enjeux que soulèvent les approches concurrentes de la politique de la ville, que j'ai essayé de décrire, qui ne manquent pas toujours de pertinence, s'il s'agit de lutter contre des inégalités structurelles, s'il s'agit de remédier à certains dysfonctionnements qui peuvent exister dans les quartiers populaires tels qu'on les connaît, et s'il s'agit aussi de permettre aux gens de s'engager dans des parcours positifs. Voilà ce que je souhaitais vous dire. Merci. Avant de passer la parole à Simon, peut-être, est-ce que là, on a vécu une crise sanitaire qui fait que les politiques publiques, quand même, elles étaient un peu bloquées. On a bien vu que du coup, le hôtel, tout d'un coup, a été la solution à beaucoup de choses. Et du coup, est-ce que tu penses que ça a ouvert des brèches, quand même, dans les approches parce que là, on va en avoir encore des situations d'urgence à venir. Est-ce que tu as... Alors, oui, la crise sanitaire... a montré, alors je vais utiliser un mot qui est devenu très galvaudé, mais ça dit bien ce que ça veut dire, ça a montré qu'il y a une forme de résilience des quartiers populaires, et qu'à la faveur de cette crise, ce qu'on a vu, c'est que, à l'encontre d'une vision très stéréotypée des quartiers qui seraient des quartiers finalement où les gens subissent passivement leurs conditions d'existence et des quartiers qui ne seraient marqués que par des dysfonctionnements, il y a eu au contraire des tas d'initiatives d'entraide, de solidarité, voilà. Alors, est-ce que pour autant on en a tiré des conséquences du point de vue des politiques publiques en réorientant les instruments de la politique de la ville pour conforter ces initiatives citoyennes et solidaires? Bon, là-dessus, il y aurait pas mal de choses à dire. Je ne pense pas que j'aurai le temps de le développer ici, mais tendanciellement, la politique de la ville s'adresse plutôt à des associations ou à des structures très professionnalisées, voire gestionnaires, au détriment de la valorisation de ces initiatives plus spontanées, plus informelles qui émanent des habitants.